Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Vous avez dit EFOP, l'émission pour tout savoir et tout comprendre du système emploi, formation et orientation professionnelle. Bonjour Bernard. Bonjour Jonathan. Bonjour Mathieu. Bonjour. Retour sur la loi Avenir professionnel de 2018, une réforme systémique qui a touché l'ensemble du secteur de la formation et ses acteurs. Alors, quels ont été les impacts positifs de cette réforme? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Et quid des nouvelles négociations en cours avec les partenaires sociaux afin d'adapter la loi à de nouveaux enjeux? On aborde tout cela tout à l'heure avec nos invités car juste avant, place à Mathieu et ses acronymes. Bonjour Mathieu, alors quels sont les acronymes dont vous souhaitez nous parler aujourd'hui? Alors, comme cette émission est consacrée à la loi de 2018, je voulais revenir sur l'une de ses principales innovations à mon très humble et très subjectif avis. Ah oui, laquelle? La loi a créé une agence qui a notamment pour mission de répartir les fonds de la formation professionnelle et de réguler le coût et la qualité des formations. Cette nouvelle agence vient remplacer les différentes instances, le COPANEF, le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, la CNCP, la Commission nationale de la certification professionnelle, le CNEFOP, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, et enfin le FPSPP, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. 4 acronymes réunis en une seule agence, je comprends mieux pourquoi elle a suscité votre intérêt, Mathieu. Alors, quel est le nom de cette agence? Et justement, c'est là où réside la principale innovation de cette loi. Cette agence n'est pas désignée par un acronyme, il s'agit de France Compétences. Alors, vous pensez que cela marque la fin des acronymes dans le monde de l'EFOP? Alors non, ne parlez pas de malheur. Parmi ses très nombreuses missions, l'agence assure notamment la répartition et le versement des fonds de la formation professionnelle à la CDC. La CDC, il ne s'agit pas d'un groupe de rock, mais de la Caisse de dépôt et consignation. Et cela pour le financement du CPF, le compte personnel de formation. Et France Compétences redistribue également des fonds aux OPCO, les opérateurs de compétences, au CEPIR. Au CEPIR? Oui, le CEPIR. Le CEPIR, c'est les commissions paritaires interprofessionnelles régionales pour le financement des projets de transition professionnelle. Et elle redistribue également ses fonds aux opérateurs du CEP, le Conseil en évolution professionnelle, pour les actifs occupés, et enfin aux régions pour notamment le financement supplémentaire au CFA, les centres de formation d'apprentis. Bon, bah finalement, les acronymes ont la vie dure, nous voilà rassurés. Merci Mathieu. Et on reparle d'ailleurs de France Compétences dans quelques instants avec une interview de son directeur. France Compétences, un des acteurs nés de la réforme de la formation professionnelle. Une autre nouveauté apportée par la réforme, c'est la certification Calliope. Fouzi Fetti nous en explique tout de suite la genèse, l'information sur la formation. C'est l'info avec 2F. Quel est le rapport entre Élise Lucet, la journaliste de Cache Investigation, Chantal Jouanneau, ex-karatéka et ex-sénatrice, et la certification Calliope? À première vue, difficile d'établir un lien. Et pourtant, Élise Lucet et Chantal Jouanneau ont joué sans le savoir un rôle déterminant dans l'éruption de la qualité des organismes de formation dans le droit français. Élise Lucet d'abord, fidèle à sa réputation de journaliste pugnace, elle passe en revue tous les poncifs sur la formation professionnelle dans un Cache Investigation qui fera date dans le secteur. Le reportage pointe du doigt un certain nombre de stages plus ou moins loufoques, de psychothérapie transpersonnelle, de thérapie holotropique ou de formation course en sac à patates, tous financés sur les fonds publics. Nous sommes le 2 octobre 2013, à une heure de grande écoute, mais surtout à quelques mois d'un débat parlementaire sur un projet de loi visant à réformer la formation professionnelle. Et justement, Chantal Jouanneau est sénatrice à ce moment-là. Échaudée par l'émission de France 2, elle dépose un amendement radical visant à conditionner l'exercice de l'activité formation à un agrément de l'État. Cet amendement marque un tournant décisif pour le marché de la formation professionnelle, car il invite le ministre du Travail de l'époque, Michel Sapin, à réagir. Et sa contre-proposition introduit pour la première fois dans le droit de la formation professionnelle la notion de qualité.
Et c'est ainsi que la loi du 5 mars 2014 obligera tous les financeurs gérant les fonds publics à s'assurer, lorsqu'ils financent une formation, de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité. Et ce, sur la base de critères définis par l'État. Critères déclinés par la suite en indicateurs pour référencer les organismes de formation dans un répertoire informatique nommé Datadoc. Les fondations d'un système de la qualité en matière de formation professionnelle sont alors posées. La suite, vous la connaissez. L'acte 2 est instauré par la loi du 5 septembre 2018 qui conditionne l'accès aux fonds publics à la certification des organismes de formation sur la base d'un référentiel national unique et des modalités d'audit communes. Calliope est né. Reste à savoir si cette marque sera aussi connue qu'Élise Lucet et Chantal Jouanneau par le grand public. Calliope, comme on vient de le voir, France Compétences, l'ouverture au marché du CEP, le projet de transition pro ou bien encore le CPF rénové, autant de transformations apportées par la loi Avenir professionnel de 2018, une loi qui doit désormais s'adapter à de nouveaux enjeux, tels que le précise l'accord cadre national interprofessionnel finalisé le 15 octobre dernier et dont les travaux paritaires se poursuivront jusqu'à la fin juin. Alors, quels sont les atouts et quelles sont les faiblesses de cette réforme systémique de la formation professionnelle? Pour en parler, on accueille nos invités, Élodie Salin, Hassan Mohamed et René Bakorski. Bonjour. Bonjour. Alors, Élodie Salin, vous êtes secrétaire générale du Synofdes, qui est le syndicat national des organismes de formation de l'économie sociale. Alors en face de vous, vous avez Hassan Mohamed, qui est secrétaire régional de la CFDT Île-de-France, la CFDT qu'on ne présente plus. Et enfin, René Bakorski, vous êtes le président de l'AFREF. Alors l'AFREF, là, en quelques mots. C'est l'Association française de réflexion et d'échange sur la formation qui a été créée en 1961 et dont la particularité, c'est de mettre l'individu au centre de sa double finalité, à la fois de salariés, mais à la fois de citoyens. Alors, la loi Avenir professionnel au cœur de nos échanges, on le disait, aujourd'hui avec Bernard qui, comme chaque semaine, nous décrypte le sujet du jour, c'est le Quesaco. Donc Bernard, cette loi de 2018, en fait, elle est dans une continuité. Oui, c'est ça qui est important à comprendre, c'est qu'elle ne débarque pas comme ça dans le droit, comme ça, de rien, etc. En fait, c'est une continuité qui vient déjà des années 90, avec une demande qui était forte à l'époque de co-investissement de l'individu sur la formation professionnelle, et petit à petit là, un transfert de responsabilité sur l'individu, le fait de développer ce qui en 98 va être le grand objectif, c'est l'objectif compétence. Et en fait, ça vient de là. Ça vient de ce transfert de responsabilité, de l'idée de compétence, de cette notion, qui ensuite a commencé à s'ancrer dans la loi de 2004, celle de 2009, 2014 et 2018. Et sûrement en 2022-23 ou en 2028, puisqu'on a une loi à peu près tous les 4-5 ans. Alors, est-ce que cette loi, elle a vraiment changé beaucoup de choses? Alors oui, elle a changé, puisqu'elle a voulu, du départ, être un Big Bang. La révolution copernicienne, comme on nous disait. Donc effectivement, il y a eu un Big Bang des systèmes de financement, des tuyauteries, comme on nous disait aussi quand la loi a été lancée. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai changement. La note d'intention du gouvernement, d'ailleurs, à l'époque, c'était « tout doit être au service du besoin de l'économie, puisque nous sommes dans une compétition internationale ». Voilà. Donc, on met en place un système qui répond à ça. Et effectivement, la loi a bien déstructurer quand même le système, voire désorganiser. Et c'est important parce que les organismes, par exemple, ont mis 2, 3, voire 4 ans des fois à se réorganiser après ce Big Bang initial. Et alors, est-ce qu'elle s'est mise en œuvre aussi dans un certain contexte, cette loi? Alors, c'est important parce qu'elle est venue être quelquefois percutée, en tout cas accentuée, par les fusions des régions. Puisqu'il y a eu des fusions de régions qui ont déjà bousculé les institutions qui étaient en place, ont essayé d'organisations qui ont essayé de se remettre en place en quelque sorte. Et la loi a en plus déstructuré le système de formation professionnelle, avec des objectifs bien entendu. Mais en tout cas, ça a quand même créé un peu, dans certains endroits, de la panique, voire même des difficultés pour beaucoup d'organismes. Une loi qui finalement a beaucoup d'ambition, j'ai l'impression.
Elle a de l'ambition. Elle a de l'ambition à travers son titre. La liberté de choisir son avenir professionnel. Si on prenait 5 minutes de philosophie, on pourrait se poser la question de est-ce que l'individu dans une société a vraiment la liberté de choisir son avenir professionnel? Est-ce que dans une compétition internationale, comme on nous dit, nous avons bien la liberté de choisir? Ça interroge quand même quelque part, et je m'interroge sur cette loi, mais aussi, le premier titre, c'est « Vers une société des compétences ». Ça voudrait donc dire que la notion de compétence, avec le flou qui l'entoure, devient donc une valeur sociétale. Ça interroge aussi. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a une ambition, mais il y a aussi des idées qui sont derrière. Donc, si vous vous interrogez, c'est qu'il y a peut-être des choses à revoir. Par rapport à ce qu'on a vécu, on peut déjà se dire où est la personne et l'humain derrière tout ça. Il y a une prise en compte extrêmement limitée de ce qu'on appelle des fois, entre guillemets, la demande sociale. C'est-à-dire, est-ce qu'une personne est formée ou est-ce qu'elle se forme? Est-ce que, quand elle se forme, n'est-elle pas dans une dynamique identitaire qui est au-delà d'un endroit où on voudrait la mettre ou des débouchés sur lesquels on voudrait un peu l'imposer? Et puis aussi, les organismes de formation et les formateurs, où sont-ils aussi? Parce qu'ils ont été extrêmement, eux aussi, déstabilisés. Merci beaucoup Bernard pour cette introduction. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a, on le disait, totalement transformé le système de la formation pro. Mais vous, avez-vous ressenti ces changements? Hugo est allé vous poser la question. Au tout début, quand j'ai commencé, il n'y avait pas énormément de propositions de se former ou d'aide à la formation. Et maintenant, plein de secteurs proposent des formations en plus, prises en charge par l'État. Honnêtement, je ne suis pas du tout au courant du changement et de la loi. Alors effectivement, en tant que gérant d'organisme de formation, on a pu observer pas mal de changements qui s'opèrent sur le milieu de la formation professionnelle. C'est des changements qui sont pour la plupart positifs. Je fais justement un entretien d'embauche où si je suis pris, ils me proposent une formation. Moi, les seuls pubs que j'ai eus, c'est par rapport à mon téléphone portable, les messages que j'ai reçus sur le compte CPF. Mais de mon travail, j'en ai jamais entendu parler. On a reçu différents mails, on nous a sollicités, on nous a informés. Il y a des boucles de mails qui proposent des formations de temps en temps, qui disent voilà, si vous êtes intéressé, on organise telle formation, donc vous pouvez vous inscrire sur des listes. Je pense que pour se former, il n'y a pas énormément de freins. On peut mettre en place plus de choses pour aider ça. Une méconnaissance de la part des salariés et probablement aussi une méconnaissance de la part des TPE, PME, de ce qu'elles peuvent offrir à leurs salariés. Moi j'ai des secrétaires qui sont salariés, elles ne m'ont jamais demandé de formation particulière, alors peut-être que j'aurais jamais proposé non plus, mais oui, je pense qu'il y a certainement, il y aurait certainement des possibilités de faire des choses si les gens étaient plus au courant, oui certainement. Il n'y a pas assez de contact entre les salariés et les directions. Ça serait bien que les entreprises parlent de plus en plus de formation. À l'époque où je travaillais dans une boîte, étant donné qu'il fallait que quelqu'un soit remplacé pour entrer en formation, il fallait toujours trouver un remplaçant, il fallait réussir à aménager les horaires, ce qui est compliqué. Aussi oui, important, je pense, donner envie, pousser les gens à avoir la volonté de vouloir acquérir une nouvelle compétence ou une nouvelle connaissance dans un domaine. La formation continue, c'est important parce qu'il n'est jamais trop tard pour se former et il n'est jamais trop tard pour apprendre surtout. Merci. Alors, une réaction à ce micro-trottoir? Qui a envie de réagir par rapport à ce qu'on a vu? Ouais, moi je veux bien réagir très rapidement. Effectivement, on retrouve des choses qu'on constate en tant qu'acteur ou partenaire social, à savoir effectivement que aujourd'hui, d'ailleurs on se le disait un peu comme ça en aparté, mais en tout cas pour ne parler que du compte personnel de formation, il y a beaucoup de publicités. Et je crois qu'on a tous eu un jour ou l'autre des sollicitations dans nos mails ou sur le téléphone pour dire attention, il faut vous former, on arrive à échéance. Voilà. Donc là-dessus, ça c'est sûr que c'est quelque chose qui est assez vrai aujourd'hui. Et puis, ce que moi j'ai envie aussi de réagir aussi sur quelque chose que disait une dame, qui apparemment était
employeurs chef d'entreprise, ou chefs d'entreprise qui disaient moi, j'ai jamais pensé à proposer des formations à mes salariés, elles ne me l'ont pas demandé non plus. Voilà. Donc, pour dire effectivement qu'il y a du travail quand même. Ouais. Voilà. Bien sûr, il y a encore du travail. Petit tour de table, on va commencer par le positif. Quel est, pour chacun, le principal atout de cette loi Avenir Professionnel ? Moi, je dirais qu'il y en a deux. Le premier, c'est qu'elle place l'individu au centre du dispositif, et ce, quel que soit son statut, demandeur d'emploi ou salarié. Donc ça, c'est une avancée qui nous semble très, très intéressante, très positive. La deuxième, c'est que cette loi permet, à travers la création de France Compétences, de concentrer en fait la régulation du système au sein d'un seul acteur, un seul et unique acteur. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous paraissait important. Une simplification importante. Tout à fait. René ? Je pense que ce qui est clair avec cette loi, c'est qu'on passe d'une logique d'obligation à financer à une obligation à former, en tout cas pour les employeurs, même si dans le micro-trottoir, on voit bien que certains employeurs n'ont pas encore bien compris leur rôle dans la situation. Le deuxième aspect, c'est un droit attaché à la personne qu'on peut considérer comme quelque chose de positif, mais après, Bernard parlait tout à l'heure de responsabilité. La responsabilité jusqu'où et la capacité d'un individu d'être son propre auteur et non pas acteur. Pour moi, Bernard va sourire, mais le mot acteur, c'est quelqu'un pour qui on écrit un rôle dans un cadre déterminé et qui est sous l'autorité d'un metteur en scène. Or, le problème, à mon sens, de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, c'est qu'on est effectivement dans un rôle d'acteur où le conditionnement ou le cheminement d'une personne vers une formation est très conditionné aux besoins de l'économie, comme disait Bernard aussi tout à l'heure, et que la liberté d'un individu de choisir vraiment sa formation et d'être auteur de son parcours reste quelque chose qui reste, à mon sens, à construire. Et juste une dernière chose, ce n'est pas la énième loi sur la formation, c'est la première loi sur la gestion par les compétences, ce qui change quand même notablement la donne, parce qu'en fait, ce qu'on attend d'un quelqu'un de compétent et de compétence, c'est qu'elle réponde rapidement aux besoins du marché et aux besoins des entreprises, et que la notion, en fait, je disais, de l'association était l'individu salarié, l'individu citoyen. La place de l'individu citoyen aujourd'hui, dans le cadre de cette loi-là, reste quelque chose à construire. Vous êtes d'accord avec ça, Hassan ? Ah, tout à fait, absolument. Je me retrouve dans ce que vient de dire mon collègue. Et d'ailleurs, c'est très, très important, la question que Bernard a soulevée dès les débuts, en quelque sorte, c'est... où est-ce qu'on met le curseur, en fait, effectivement, il y a le salarié, et puis il y a le citoyen, il y a l'être humain. Voilà. Et puis cette capacité, effectivement, à devenir... je veux bien reprendre le terme d'auteur, finalement. C'est vrai qu'acteur, en tout cas dans le milieu du cinéma, c'est quelque chose de très bien cadré. Je reprends la métaphore pour moi. Mais je suis... Voilà, c'est... alors... Après, effectivement, on est quand même, il ne faut pas perdre de vue aussi une certaine réalité. Bernard l'a très bien rappelé, je crois, le contexte, en tout cas politique, économique, dans lequel la loi a été pensée. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même des réalités économiques, il y a des réalités sociales, on est dans un monde ouvert, et donc on ne peut pas non plus, nier la dimension économique et le besoin de compétences des entreprises et des territoires. Et donc, pour moi en tout cas, tout l'enjeu consiste à articuler ces deux dimensions, la dimension humaine, citoyenne, l'être humain qui a besoin effectivement de se former et de réfléchir et d'être acteur ou auteur de cette formation, de ce parcours-là. Et puis, il y a aussi la dimension économique, c'est-à-dire que le besoin des compétences et dans le territoire et des entreprises. Donc voilà, il faut arriver à articuler les deux dimensions. Alors, les atouts et limites de la loi Avenir Professionnel de 2018, on continue d'en parler. On a posé la question à Stéphanie Van Heuve, présidente de Défi Métiers et conseillère régionale d'Île-de-France. Alors, comme tout bilan, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des choses qui sont plutôt positives et d'autres un peu moins. Parmi les choses positives, je retiendrai le premier axe qui est que cette loi a permis de remettre
La formation professionnelle et notamment la formation pour les demandeurs d'emploi, les gens éloignés de l'emploi, comme préoccupation nationale avec une mobilisation des différents partenaires à l'échelle nationale. Et ça, c'est une bonne chose puisque la formation professionnelle, pendant un temps, a pu un peu disparaître des radars des politiques publiques. Le deuxième sujet, c'est que cette loi a permis de continuer de voir l'apprentissage se développer. Or, on sait que c'est la clé de la réussite professionnelle, ou en tout cas un des parcours qui permet le plus facilement une réussite professionnelle et de la garantir. Et puis le troisième élément, c'est de créer des dispositifs nouveaux, et je pense bien évidemment au CPF, qui ont rencontré un vrai et franc succès grâce à la désintermédiation et la facilité d'utilisation. Donc ça, c'est les points positifs que je souhaite retenir. Après, il y a évidemment un bilan qui peut être contrasté par quelques éléments plus négatifs, parmi lesquels, et c'est pour moi le plus important, le fait qu'on parle beaucoup d'entrée en formation, du nombre de formations, mais pas forcément de leurs résultats, à savoir quel est l'impact sur le marché de l'emploi et sur la capacité à trouver pour les gens bénéficiant justement d'une formation professionnelle, que ça leur ouvre davantage de portes. Le deuxième sujet, c'est que le travail de simplification doit être encore vraiment à l'œuvre, puisque toute la formation professionnelle reste extrêmement compliquée, administrative, bureaucratique. On manque d'un vrai pilote dans l'avion. Et puis, dernier élément, on a quand même un dérapage financier important. Je pense que ce sont les points noirs qui méritent d'être corrigés, ou en tout cas d'être vus. Ces propositions ou ces réflexions vont dans le bon sens, dans la mesure où d'ailleurs ce sont des orientations. Alors il n'y a pas d'accord, mais ce sont les 7 chantiers qui ont été arrêtés et sur lesquels l'ensemble des partenaires se sont mis d'accord pour effectivement un futur rendez-vous. Mais tout ce qui peut aller dans le sens à la fois d'une simplification dont je parlais, et puis d'une concentration des moyens sur précisément les métiers en tension, et surtout, moi c'est un sujet que je souhaite voir porter de manière assez forte, un effort qui est fait sur la reconversion professionnelle, dont on voit qu'il correspond à une actualité, qui est évidemment liée au Covid, qui est liée à un tissu économique qui est en pleine mutation, avec des points positifs là aussi et des points négatifs. Il est absolument indispensable que les dispositifs de formation professionnelle et donc les partenaires qui contribuent à cette politique s'adaptent et se fixent de nouveaux objectifs. Merci Stéphanie Van Heuve qui s'interroge sur le réel impact de la loi sur le marché de l'emploi, qui parle du travail de simplification à poursuivre et qui invite les partenaires à s'adapter et à se fixer de nouveaux objectifs. Les partenaires sociaux dont vous faites partie, Assad Mohamed, la CFDT a d'ailleurs signé la CNIL le 15 octobre dernier. Quels sont les chantiers qui l'ont motivé à signer cet accord ? Alors, je crois que c'est intéressant de revenir un peu sur le contexte de ces discussions-là. Comme vous le savez, la CFDT, alors je ne vais pas revenir sur le syndicalisme que porte la CFDT, qui est de négocier, de voir un peu, d'évaluer, parce que d'ailleurs, j'en profite pour dire que la notion d'évaluation n'est pas très, très forte chez nous en France. On vote les lois, on les vote, on les met en place, mais on n'a pas vraiment cette culture d'évaluation. Donc pour la CFDT, c'était très important de se poser à un moment donné, d'évaluer cette loi en disant qu'est-ce qui a été, quels sont les points positifs, et puis qu'est-ce qu'il faut revoir ou améliorer dans cette loi. Donc depuis le printemps dernier, il y a eu, et la CFDT a été vraiment force de proposition là-dessus, il a été question effectivement pour les partenaires sociaux de se retrouver et de faire des propositions justement pour évaluer cette loi et dégager des pistes d'amélioration. Donc, au final, il y a 7 chantiers qui ont été retenus, c'est ça, parmi lesquels l'alternance, le compte personnel de formation, le plan de développement des compétences dans l'entreprise, le système de certification des formations, le pilotage du système de formation professionnelle, son financement et les transitions professionnelles. Et alors vous, quel est le chantier peut-être qui vous intéressait plus particulièrement ? Alors, la CFDT a essayé de porter des propositions concrètes dans les 7 chantiers. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si je peux prendre un chantier qui vraiment nous tient à cœur, c'est celui sur le dialogue social. C'est-à-dire comment faire en sorte que la question de la formation professionnelle continue, de l'orientation et la notion aussi des compétences soit au cœur
des dialogues sociaux et comment on travaille, c'est en fait la philosophie de ce qu'on appelle la co-construction ou le co-investissement, c'est-à-dire faire en sorte que chacun prenne ses responsabilités finalement en fait, que la question de la formation professionnelle des salariés soit au cœur des stratégies des entreprises. Et pour ça, bien sûr, les partenaires sociaux et les représentants des salariés sont les mieux à même de pouvoir négocier effectivement et lancer des chantiers là-dessus. Élodie Salin, du côté des organismes de formation, on en pense quoi? Je sais que vous vouliez revenir justement sur aussi quelques limite de cette loi. Oui, je vais revenir déjà sur son intitulé. Bernard l'a dit, il y a bien la question des enjeux socio-économiques, des enjeux d'emploi. Et l'intitulé même de la loi, choisir son avenir professionnel, pour nous, au moment où on vient de fêter l'anniversaire de la loi Delors, la loi de 1971, pour nous, il y a un marqueur très fort, c'est que la notion d'éducation permanente, elle est totalement absente. On parle de formation avec une visée uniquement professionnalisante. Donc ça, pour nous, c'est une vraie question. On considère que le chemin vers l'autonomie des personnes, les choix individuels sont primordiaux. Et pour nous, il n'y a pas opposition à avoir d'un côté finalement l'enjeu de l'économie et l'enjeu de l'épanouissement des individus. Pour nous, ça se complète et ça doit se compléter. Donc ça, c'était la première chose, je trouvais que c'était important d'y revenir. Après, pour rebondir sur la question du CPF et du dialogue social dans les entreprises, c'est vrai que le CPF, pour nous, finalement, il traduit quelque chose qui était inhérent dans la façon dont a été posée la loi. Il traduit la tension qu'il peut y avoir entre une logique individuelle et puis une logique collective. En entreprise. Et ça, ça pose question. Et je crois qu'il n'y a pas de hasard à ce que, vous avez parlé de démarches marketing, il y a eu des démarches quand même très agressives. Et il y a eu, alors il faut le signaler aussi, parmi les appels, etc., des arnaques aussi. Parce que les gens sont assénés, moi-même je le suis, de coups de téléphone. Et derrière, ce n'est pas forcément que des bonnes intentions. Donc voilà, on sait qu'il y a aussi tout un marché. Et ça, c'est terrible parce qu'il y a toute une profession qui a eu à cœur de monter en qualité, de démontrer surtout la qualité de ses pratiques, de ses usages, de ses possibilités d'accompagnement des individus. Et là, je crois qu'il y a quand même des nouveaux entrants sur ce marché qui sont finalement resserrés autour de services marketing agressifs, voire des fraudeurs. Ouais. Bernard, je sais que vous vouliez revenir sur le côté plus positif de la loi. Ce qui est positif, c'est qu'on n'a jamais parlé autant de formation. Donc on en parle de tous les côtés, etc. Alors pas forcément toujours bien, mais en tout cas on parle beaucoup de formation. Ce qui est un peu gênant, ça est un peu trop ancré pour moi, c'est que la formation maintenant, le terme de formation est devenu forcément formation professionnelle. Et on oublie que la construction du choix de l'individu peut se faire aussi par erreur. Or j'entends certains politiques qui disent s'il ne va pas jusqu'au bout, il doit rembourser. Mais la construction du choix de l'individu, y compris peut-être ce politique-là, se fait en se trompant et en allant sur une autre formation. Et souvent, on va dans une formation pour s'apercevoir que ce n'est pas du tout là où je voulais aller. Et puis justement, peut-être que tout le monde n'a pas non plus besoin de formation. Ou est-ce que dans ce cas, est-ce qu'il ne faut pas plutôt favoriser le recours au CEP? René, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, oui, si on parle d'accompagnement, peut-être avant de parler d'accompagnement, deux points d'histoire. Le premier point, c'est qu'en Europe, il n'y a que 3 pays où il y a une cotisation obligatoire sur la formation pour les entreprises, c'est la France, l'Italie et l'Espagne. Et le système français est le système, si je dis le plus abouti, je mets plein de guillemets, parce qu'en fait, c'est le plus corseté. Les autres pays, sans cotisation, les entreprises mettent en œuvre de la formation sans pour autant avoir besoin d'avoir une obligation de cotisation et donc assument leurs responsabilités sociales. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, par rapport à l'évolution du vocabulaire, en 2003, les partenaires sociaux ont négocié un accord qui s'appelait la formation tout au long de la vie professionnelle. Cet accord, donc formation tout au long de la vie professionnelle, s'est transformé dans la loi Fillon de 2004, formation professionnelle tout au long de la vie. Et on a un changement de paradigme qui se fait à ce moment-là et qui est extrêmement fort. Et on parlait tout à l'heure d'éducation permanente. La notion d'éducation permanente explose à ce moment-là, puisque le congé individuel de formation, qui avait une finalité d'éducation permanente, devient en fait à une finalité qui est la formation professionnelle tout au long de la vie, ce qui permettra ensuite la création du CPF, etc. Donc aujourd'hui, si on revient au Conseil en évolution professionnelle, il est évident que c'est important d'accompagner.
Mais l'autre chose que je voudrais dire, c'est que, si là aussi je vais revenir sur l'histoire, en 1971, quand on crée la loi, il y a une réflexion qui se pose, est-ce que la formation est une garantie sociale au même titre que la santé et que la retraite, puisque sont inscrits dans les droits fondamentaux de la Constitution de 1947, ces droits-là au même niveau. Et la question qui se pose à ce moment-là, en fait, on n'arrive pas à avoir un résultat, un compromis. Pourquoi on n'arrive pas à avoir un compromis? Parce que les entreprises disent que ça relève de leur autorité d'envoyer les personnes en formation. On crée un fonds d'assurance formation, et si vous regardez les textes, ce fonds d'assurance formation, il peut être abondé par des fonds d'employeurs et par des fonds de salariés. C'est écrit dans les textes. Et qu'à ce moment-là, on est dans une logique où il y a le MEDEF de l'époque qui dit « nous, on ne veut pas gérer collectivement parce qu'on ne veut pas être dans le compromis, ça remet en cause l'autorité de l'employeur ». Et la CGT dit « nous, on ne veut pas y aller parce qu'en fait, c'est un compromis de classe et qu'on ne veut pas rentrer dans cette logique-là ». Et à partir du moment où on a ça qui se met en place, vont se mettre en place un système où petit à petit tous les acteurs vont rentrer, mais où l'individu qui est soi-disant au centre va être de plus en plus oublié au profit de dispositifs, d'enveloppes, de financement, etc. Et la question que je me pose, on y retournera tout à l'heure, parce que quand on voit tout ce qui se passe depuis 2 ans, avec notamment la crise sanitaire et l'argent massif qui est mis par le gouvernement, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en place un système assurantiel? Et donc, je reviens à la garantie sociale. Et à partir du moment où on met en place un système de garantie sociale, est-ce qu'il faut continuer avec toutes ces structures, ces instances, ces machins où personne ne comprend rien? Moi, quand je suis malade, je vais voir un médecin. J'ai en fait, parce que comme j'ai cotisé comme mon employeur, j'y ai droit. Si je vais voir un spécialiste, j'y ai droit, etc. Est-ce que demain, il ne faut pas aller vers un système où l'individu est responsable de son parcours? Et d'un autre côté, où l'entreprise est responsable de ses choix, mais qu'on arrête à un moment donné de vouloir tout mélanger et de vouloir le bonheur de tout le monde dans des cases qui ont été inscrites et qui sont tellement corsetées que la notion d'auteur, que ce soit l'entreprise ou l'individu, n'existe quasiment plus. Tout à fait. Alors, pour aller aussi là-dedans, c'est qu'entre-temps, la formation est devenue le principal outil politique. C'est-à-dire qu'il est plus facile de dire on met quelqu'un en formation qu'on va mettre quelqu'un en emploi. Parce que ça ne dépend pas justement de ça. Donc effectivement, l'outil qui permet de dire on va amener à l'emploi, c'est par la formation. Sauf qu'on sait que c'est pas cette relation n'est pas aussi construite que ça, et pas aussi évidente que ça, de dire on se forme, donc on va être en emploi. Alors c'est par la formation, et encore faut-il qu'elle soit bonne, cette formation. On l'a vu, un des changements fondamentaux apportés par la loi Avenir Professionnel, c'est la certification également Calliope, dont Fouzi nous expliquait la jeunesse tout à l'heure. Et tout de suite, Julien Nizri nous rappelle les conditions d'application. Bonjour, je suis Julien Nizri, directeur général d'AFNOR Certification, la filiale certification du groupe AFNOR. Nous intervenons sur tout un champ, qualité, sécurité, environnement, pour délivrer des marques de qualité sur les produits et services que nous consommons. La loi a totalement refondu et libéralisé le marché de l'apprentissage. Les dispositifs d'apprentissage sont devenus tout à fait comparables à ceux de l'offre de formation, et donc le corollaire, puisqu'il n'y a plus de carte de formation ni d'autorisation administrative d'ouverture des CFA, le corollaire a été aussi d'exiger la certification Calliope pour ces CFA dans un contexte du coup plus régulé, mais dans un cadre de certification, la certification Calliope, qui est désormais obligatoire à compter du 1er janvier 2022 pour l'ensemble des organismes de formation, de VAE, d'alternance et de bilan de compétences. Et cette certification s'appuie sur 7 critères, 32 indicateurs qui visent à garantir la qualité de la formation en s'intéressant notamment à la relation client, à la qualité des professionnels impliqués dans la formation, au retour d'expérience et surtout au cercle d'amélioration continue que met en place l'organisme de formation tout au long du process. L'autre aspect particulier, c'est que ce dispositif de certification Calliope s'appuie sur des certificateurs comme AFNOR Certification. Nous sommes un organisme accrédité. Cette prestation fait donc l'objet de vérifications très poussées par un organisme de référence, le COFRAC, qui vérifie que nous avons des pratiques vertueuses. Et en particulier, nous garantissons des critères transparents, communiqués à l'ensemble des parties prenantes.
Nous nous engageons sur notre impartialité, notre neutralité, et nous donnons aussi aux personnes qui sont auditées tous les moyens de comprendre la décision qui est prise et aussi éventuellement de faire un recours s'ils ne sont pas satisfaits. C'est donc un cercle extrêmement vertueux de qualité qui a permis aussi une professionnalisation progressive des acteurs. Calliope, un cercle extrêmement vertueux de qualité, nous dit Julien Nizery de l'AFNOR. Élodie Salin, est-ce qu'aujourd'hui les organismes de formation ont bien pris le pli ? Alors oui, ils y sont. Je dirais qu'ils étaient déjà rompus à l'exercice, notamment avec Datadoc. Là, la réticence qu'il y avait au départ de Calliope, c'était le fait que parmi les certificateurs repérés, il y avait des acteurs qui n'étaient pas forcément très experts du monde de la formation. Donc ça, c'était une réticence assez forte. Aujourd'hui, le retour des adhérents et de la majorité de nos adhérents, c'est qu'ils ont pu finalement faire d'une contrainte, a priori, un élément extrêmement intéressant de pilotage, de coordination des équipes, de prise de recul. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le retour est positif. À travers, finalement, la structuration des process, ça a engagé, ça a permis de transférer de l'expertise entre différentes antennes de formation, ça a permis de mettre à plat, de poser un certain nombre de fondamentaux pédagogiques, de mieux partager entre des activités aussi, de mieux partager entre des activités fonction support et puis des activités animation, ingénierie pédagogique par exemple. Ça marche. La réforme de la formation a aussi modifié l'architecture de financement. Je sais que tout à l'heure, vous vouliez un peu revenir là-dessus, Hassan. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, parmi les chantiers d'ailleurs, les 7 chantiers qui ont été mis en exergue par les partenaires sociaux, il y a justement celui-là, c'est-à-dire comment repenser l'architecture du financement. Alors, moi, je voulais juste peut-être aussi revenir sur le fait que il ne faut pas oublier que, encore une fois, quand la loi a été pensée, a été préparée, on était dans un autre cadre, on était dans un autre contexte, notamment économique quand même plus favorable, et la crise est passée par là. Sans parler du fait qu'il y a peut-être aussi à revoir, et ça fait partie des enjeux qui ont été mis en exergue là aussi, c'est qu'il y a peut-être aussi un petit décalage entre les ambitions de la loi et les moyens dont on dispose aujourd'hui pour atteindre ces objectifs-là. Et on disait pourtant tout à l'heure qu'il y avait déjà eu des dépenses faramineuses. Ah, tout à fait. Effectivement, quand on a parlé du compte personnel de formation, avec l'ouverture du marché et le fait qu'il n'y a plus d'intermédiation finalement, puisque voilà, il y a eu une explosion effectivement du budget et d'où effectivement un déficit colossal du France Compétences aujourd'hui. Ça fait partie des enjeux. Quand on parle de CPF, c'est un certain type de formation quand même. Oui, tout à fait. Ça ne peut pas couvrir l'ensemble des formations dont quelqu'un a besoin pour aller sur un métier, par exemple. Bien sûr. Et moi, ce qui me gêne, c'est quand on dit qu'il n'y a pas assez d'argent dans le système. En fait, on fait référence à l'enveloppe qui est l'enveloppe qui provient des entreprises, qui représente 10 milliards. C'est dommage qu'il n'y ait pas de représentant patronal qui soit autour de la table pour un peu qu'on réfléchisse ensemble. Alors, on les a invités. D'accord. Mais ils n'étaient pas disponibles. C'est dommage parce qu'en fait, quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, on pense aux 10 milliards qui viennent en fait des entreprises et qui repassent par France Compétences, dont la régulation fait qu'elle arrose entre guillemets les différents dispositifs. Rien n'empêche un individu, rien n'empêche une entreprise de financer lui-même ou elle-même des formations supplémentaires sur ses propres moyens. Alors je fais partie de ceux, et je ne suis pas le seul, qui depuis des années dit que la formation est un investissement immatériel. Et étant un investissement immatériel, ça devrait être déductible fiscalement pour les entreprises et ça devrait être un investissement immatériel pour l'individu et déductible fiscalement aussi. Donc à partir du moment où on est dans ce principe-là, il y aurait d'un côté, je fais le lien avec le régime général de la sécurité sociale, qui serait les 10 millions qui est de l'impôt. C'est de l'impôt qui est géré par France Compétences et qui, dans ce cadre-là, c'est des missions de service public qui sont clairement identifiées et financées. Et de l'autre côté,
il y a l'individu lui-même et l'entreprise elle-même qui, en fonction de ses propres besoins, met de l'argent dans le système pour assurer sa compétitivité d'un côté, son employabilité, même si j'aime pas le terme, de l'autre, et au-delà de l'employabilité, en fait, son émancipation sociale, mais grâce à un investissement personnel, mais reconnu par l'État et donc déductible, puisque du coup, l'État n'aurait pas à mettre cet argent-là. Donc, je récuse le fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'argent dans le système. Il n'y a pas suffisamment d'argent dans le système régulé par rapport aux objectifs que l'État assigne à l'ensemble des acteurs. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, on a un deuxième niveau. Chacun est responsable. Et quand on parle de responsabilité professionnelle, il incombe aux entreprises d'avoir une responsabilité sociale à l'égard des salariés en dehors des fonds subventionnés. Parce qu'une chose que je voudrais dire encore, c'est le système français, avec sa complexité, a fait qu'on est dans un système subventionné. Et qu'avec des tarifs garantis, y compris pour les organismes de formation, en fonction des différents dispositifs. On n'est pas dans un marché totalement ouvert. À partir du moment où on a un marché régulé, moi je suis d'accord qu'il y a un marché régulé, un médecin il a le droit à 23 €, 26 €, je ne sais pas, c'est un marché régulé. Ok, mais d'un autre côté, il y a un marché ouvert où entreprises et individus doivent pouvoir aussi investir, mais dans ces conditions-là, c'est effectivement une déduction fiscale et un investissement personnel et responsable. Alors juste pour rebondir ce que tu dis, dans les propositions, en tout cas que nous, CFDT, on a mis sur la table, il y a effectivement cette question qu'on peut appeler de l'abandon aussi, c'est-à-dire permettre, mais dans un cadre négocié, encore une fois, nous, on tient vraiment au dialogue social et au cadre collectif, mais effectivement, des incitations, des déductions fiscales, pourquoi pas, quand il y a une entreprise, dans un cadre négocié avec les représentants des salariés, met de l'argent, effectivement, abonde. Pourquoi pas, effectivement, mettre en place une incitation d'ordre fiscal sur ces questions-là. Alors, très rapidement. Une dernière chose, je crois que l'ensemble du système, il ne faut pas qu'on l'oublie, il est inscrit dans le cadre d'un lien de subordination. Lien de subordination d'un salarié à l'égard de son employeur, lien de subordination d'un demandeur d'emploi dans le cadre des priorités déterminées par Pôle emploi, lien de subordination en fait d'un certain nombre d'acteurs à l'égard de l'État et des partenaires sociaux, notamment lien de subordination des partenaires sociaux à l'égard de l'État, puisqu'en fait c'est l'État qui est le maître d'œuvre de l'ensemble du système et qui est le garant des règles mises en place, et les autres sont effectivement des acteurs dans un cadre déterminé. Et l'autonomie aujourd'hui, je pense, il faudra y revenir. Reprenons les textes de Delors qui disaient à l'époque décentralisation, autonomie des partenaires sociaux. On en est extrêmement loin. Alors vous parliez ici, on y travaille tous les jours. Pardon. Vous parliez de France Compétences, acteur clé de l'architecture du financement de la formation professionnelle. Et tout de suite, donc, on va à la rencontre de son directeur général Stéphane Lardy, qui nous en présente les grandes missions. France Compétences, c'est un établissement public administratif qui a une gouvernance quadripartite, des représentants de l'État, des partenaires sociaux, des régions et de personnalités qualifiées. Quelques grandes missions. D'une part, une mission de répartition de la contribution formation professionnelle et apprentissage. Il y a le transfert de la collecte URSSAF et MESA, donc il va revenir à France Compétences, mais ce n'est pas qu'un enjeu de collecte, puisque France Compétences, on répartit en fait cette collecte aux OPCO en fonction effectivement de leurs entreprises adhérentes. Deuxième grande mission, c'est l'enregistrement des titres de la certification, des titres sur demande et de droit. On a également une mission de financement et de pilotage du Conseil en évolution professionnelle des actifs occupés. Mission également de régulation sur les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, qui est également une grosse mission de France Compétences, puisque France Compétences émet des recommandations sur les niveaux de prise en charge des coûts de l'apprentissage qui sont fixés par les partenaires sociaux dans les branches. Dernière grande mission, c'est également l'observation et l'évaluation, puisque France Compétences est chargée d'animer et de mettre en visibilité les travaux des observatoires des métiers et des qualifications. C'est un gros chantier avec je dirais un des aboutissements, ça serait la création d'une grande bibliothèque qui va nous permettre de mettre en visibilité à l'ensemble des acteurs de l'écosystème, notamment aux partenaires régionaux,
tous les travaux qui sont faits par les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications. Actuellement, on est sur le renouvellement du répertoire spécifique. L'objectif, c'est la qualité. Voilà, c'est pas de faire des économies pour des économies. On a un objectif de qualité pour l'usager final, pour la personne qui va avoir un titre. Il faut que ça ait une valeur d'usage sur le marché, autrement ça ne sert à rien. Et bien évidemment pour l'entreprise qui va avoir notamment pouvoir recruter ou avoir des salariés compétents parce qu'ils auront un titre qui a une valeur nationale et qui est reconnu sur le marché du travail. Donc on a vraiment un objectif, et 2022 c'est aussi ça, c'est renforcer encore cet objectif de qualité de la certification pour les salariés, les demandeurs d'emploi et les entreprises de ce pays. La qualité de la formation encore et toujours priorité en 2022, nous dit Stéphane Lardy. Bernard, vous vouliez réagir ? On parlait de formation tout à l'heure, justement, et là on parle beaucoup de formation. Il faut dire que la formation est un outil pour l'entreprise pour faire en sorte que les personnes soient mises en performance par rapport au système de production de l'entreprise. D'accord ? Et donc, quand on parle de l'entreprise, il faut le dire, c'est les directions, les dirigeants. C'est-à-dire la conscience que la formation est un outil pour aider les personnes à être mises en performance parce qu'il y a un objectif qui est compétitif. D'accord ? Et puis à côté, il y a la formation comme étant l'outil d'émancipation d'un individu, d'un humain, parce que l'humain est fait pour apprendre. Et donc, on a fait un système qui bloque la conception même de la formation derrière ça. Élodie. Oui, ce que dit Bernard me permet de rebondir sur le sujet précédent, c'est-à-dire celui du financement. Tu l'as dit, il y a le CPF, mais il y a d'autres dispositifs. Sur les dispositifs qui sont liés au développement des mobilités professionnelles, il y a une véritable réduction des financements associés. Si on fait le cumul de ce qui était mis sur les anciens dispositifs type CIF, là aujourd'hui, on a une vraie réduction. Et le deuxième sujet sur le financement, sur lequel je souhaitais revenir, c'est qu'au-delà de ce qu'elle porte à travers ces articles, la loi professionnelle, ou en tout cas ce qu'a porté le gouvernement à ce moment-là, il y a eu un autre élément très positif que je n'ai pas soulevé tout à l'heure, c'est les travaux du Haut Commissariat aux compétences sur à la fois le PIC et puis là sur le plan de transformation de l'offre. Sur le PIC, programme d'investissement en compétences. Le programme d'investissement. J'ai vu votre regard. On en parlera à Mathieu. Ouais, exactement. Tout à fait. Le PIC a vraiment permis de porter des projets de coopération entre organismes de formation en mettant en avant, en permettant de construire des parcours individuels. Et puis surtout, le PIC s'adresse aux personnes les moins qualifiées. Tout à fait. Donc ça, c'est un dispositif qui nous a paru extrêmement intéressant. Et puis il y a tout ce qui est en cours en ce moment. Alors, pour rebondir, pourquoi je parle du PIC quand je parle de financement, c'est que effectivement, aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit, en tout cas pour ce qui est du financement et de la formation et des demandeurs d'emploi et des personnes peut-être les plus fragiles, les moins qualifiées, je crois que le financement est là. Alors, je dirais peut-être pas qu'il y en a trop, mais en tout cas, la question, c'est celle de leur coordination. C'est-à-dire qu'on se retrouve là depuis la rentrée de septembre avec une véritable concurrence entre les dispositifs. On a d'un côté les prescripteurs, Mission Locale et Pôle Emploi, qui ont à mettre en œuvre aussi les dispositifs dont ils sont responsables. Donc, ils sont à la fois producteurs de formation, ou en tout cas, ils sont metteurs en scène sur le sujet de la formation. Et en même temps, et du coup... C'est quoi? C'est-à-dire qu'il parfois, il n'y a pas assez... tel dispositif, on ne le préconise pas assez, il n'est pas assez utilisé. Il n'y a pas les publics. Parce que voilà, il y a eu aussi effectivement des effets boom. À la fin d'année, il fallait consommer des enveloppes, répondre à des appels à projets. Et en fait, comme il n'y a pas, selon nous, d'instance de coordination et au niveau national et au niveau régional, entre les principaux financeurs, il y a un vrai sujet autour de ça, au-delà de la question de l'enveloppe globale de financement. Moi, je pense qu'il y a un seul financeur dans le système de la formation aujourd'hui, c'est l'État. À travers les enveloppes, ce que je disais tout à l'heure, l'argent des entreprises, c'est une cotisation, c'est une obligation légale, donc un impôt. Et tout le reste, avec cet argent-là, on finance aussi le PIC. Et puis, les aides qu'apporte l'État sur les différents dispositifs, je pense à l'apprentissage, c'est de l'impôt aussi. Donc le financement est d'abord un financement public qui garantit aux différents acteurs un financement régulier. L'État et les régions. Oui, mais les régions ne lèvent pas l'impôt.
l'argent dont disposent les régions, c'est de l'argent qui est donné par l'État, par la... Ah oui, c'est la TIPP. En France, on n'a pas la possibilité d'un conseil régional de lever de l'impôt. Le seul qui lève l'impôt en France, c'est l'État, et qui répartit ces sommes ensuite aux différents acteurs. Et donc on a, je parlais bien de subordination tout à l'heure, on a en haut de la pyramide, on a l'État qui délègue aux conseils régionaux pour les demandeurs d'emploi, pour les jeunes les plus éloignés, qui délègue aux partenaires sociaux sur alors l'alternance, effectivement pour les jeunes, mais aussi pour les entreprises, à certains types d'entreprises, etc. C'est une délégation qui est donnée par l'État aux différents acteurs pour financer des choses. On est dans une logique de prescription financière, le prescripteur principal est l'État, et ensuite chacun, avec les prérogatives qui sont les siennes, devient un autre prescripteur. On est dans le système des poupées russes, mais ce système des poupées russes, au départ, il est alimenté par un seul canal, qui est le canal qui provient en fait de l'impôt. Donc ça, c'est des choses qu'il faut quand même aussi avoir à l'esprit. Et peut-être dans le débat qu'on a, mais ça sera peut-être pour une autre émission, dans la loi de 2018, ce qui est on parlait de Big Bang, et qui est quelque chose d'extrêmement important, c'est la définition de l'action de formation. L'action de formation, c'est un parcours pédagogique qui conduit à un objectif professionnel, et tous les dispositifs qui sont créés, qui sont financés par notre prescripteur unique qui est l'État, vont en fait vers une logique d'objectif professionnel. Et au début d'émission, on a regretté, je pense qu'on est tous à le regretter autour de la table, de la fin de l'éducation permanente. Ici, on a vraiment quelque chose de clair qui est affiché. Tout argent qui provient des entreprises, qui provient de l'État, doit répondre à 3 objectifs. C'est ce que disait la loi. Le premier, compétitivité des entreprises. Le deuxième, sécurisation des parcours des salariés. Le troisième, insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Tout ça converge vers là, avec un objectif, effectivement, de soutien financier massif. Parce que tout ce qui est arrivé là récemment, le quoi qu'il en coûte sur la formation, c'était pareil. Le FNE formation, on n'a jamais eu autant d'argent qui rentrait dans le système. Donc voilà, c'est un... Et on va continuer et terminer de parler des changements apportés par la loi Avenir Professionnel avec notre coup de pro. Aujourd'hui, coup de projecteur sur Transition Pro qui est venu remplacer le fonds GESIF. Regardez. Bonjour, donc Transition Pro Île-de-France. Pour connaître un peu notre organisation, il faut revenir en 1983. C'est la création du fonds GESIF, la loi de décentralisation, la loi Defferre, qui va amener à la création d'un organisme qui va gérer les fonds de la reconversion. Nous sommes dans les territoires, c'est l'une de nos forces. Dans chacune des régions, il y a un Transition Pro qui va justement gérer les fonds de la formation liés à la reconversion. C'est aussi une structure, une association interprofessionnelle, c'est-à-dire que nous accompagnons les reconversions dans les branches, intersecteurs, interfilières. La loi de 2018 a redéfini nos missions. Notamment, donc, nous avons transféré le conseil en évolution professionnelle à d'autres opérateurs. Et puis, nous sommes recentrés sur des missions essentielles, telles que le financement du projet de transition professionnelle, qui est le dispositif d'accompagnement et de financement des reconversions. Nous sommes aussi en charge de la promotion de CLEA, ce fameux certificat donc essentiel aujourd'hui, destiné à ceux qui ont peut-être le moins de diplômes et qui a vocation donc à permettre de faciliter aussi les mobilités parce que c'est la maîtrise d'un socle de compétences de base. Nous sommes aussi donc en charge de continuer à suivre le CEP, mais aussi donc à pouvoir accompagner notre public salarié vers le bon opérateur CEP. Et nous avons en charge donc cette mission essentielle qui est celle de bien comprendre les problématiques, emploi et compétences du territoire pour mieux accompagner la reconversion des salariés. En Île-de-France, c'est presque 180 millions d'euros qui sont consacrés chaque année à ce dispositif-là. Nous accompagnons 6000 salariés dans le cadre de la reconversion. Donc le projet de transition professionnelle, c'est quoi? C'est la prise en charge des frais pédagogiques et des salariés dans le cadre de leur projet de reconversion
qui est un projet aujourd'hui essentiel chez beaucoup de salariés. Je crois que la première étape, c'est quand même d'aller voir un conseil en évolution professionnelle. Et puis, lorsqu'on a construit son dossier, travaillé son projet, venir nous voir dans le cadre de cette fameuse demande de financement de reconversion que nous allons prendre en considération, évaluer et donc, dans le cadre de notre mission, financer, je rappelle, financement des coûts pédagogiques tout au long de la formation et financement de la rémunération du salarié pendant sa reconversion. Et sans transition pro, ça serait certainement extrêmement difficile de se reconvertir. Et Dieu sait si c'est essentiel, on dit qu'on va changer 5 fois de métier dans sa vie. Donc la reconversion, elle est vraiment au cœur aujourd'hui des carrières professionnelles. Donc pour moi, Transition Pro est au cœur de la reconversion et c'est un accélérateur de mobilité professionnelle. Voilà, l'émission touche bientôt à sa fin. Bernard, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la formation professionnelle en 2022 ? Pour moi, il y a 3 piliers. D'abord, un message à l'entreprise, c'est-à-dire aux responsables d'entreprise. Votre responsabilité, c'est de mettre en compétence les personnes parce que ça ne peut être que dans les situations réelles de travail. Ce n'est pas vrai qu'on met quelqu'un en compétence à l'extérieur des situations réelles de travail, donc c'est la responsabilité des responsables d'entreprise que de mettre en compétence les personnes en situation réelle. Deuxièmement, je dirais aux personnes, formez-vous, 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 c'est la base de l'humain. L'apprentissage, on est fait pour ça. Dès la naissance, on est fait pour apprendre le monde. Et troisièmement, la responsabilité pour moi des institutionnels, c'est d'accompagner, par des relations humaines, d'accompagner, d'aider à orienter tout au long de la vie. Ce n'est pas forcément de former, c'est d'accompagner les personnes tout au long de la vie, et pas forcément que par des outils numériques, parce ça pullule aujourd'hui d'outils numériques de tous les côtés qui font croire qu'on accompagne. Non, la base de l'accompagnement chez l'humain, c'est la relation humaine d'humains entre eux. Hassan, vos vœux pour la formation professionnelle en 2022 ? Écoutez, déjà, je signerai en face de la page de Bernard Barbier, je signe, parce que j'ai retenu 2 notions très importantes pour la CFDT, c'est l'accompagnement humain. Aucune politique, aucune tentative ne peut marcher s'il n'y a pas d'accompagnement. Et la deuxième chose, c'est aussi, et d'ailleurs, peut-être qu'on n'en a pas suffisamment parlé, c'est aussi la question de l'orientation, qui est très importante en matière de formation, et dès le plus jeune âge. Au-delà de ça, très rapidement, pour nous, en fait, les enjeux, là encore, sont peut-être triples au début de cette année 2022. La première des choses, c'est la notion de responsabilité, que chacun prenne ses responsabilités. L'État, mais aussi les partenaires sociaux et surtout les entreprises, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur ce qui les concerne le plus. Et pour nous, au cœur de cela, il y a le dialogue social. C'est aussi pour l'État, et d'une manière très urgente, peut-être de répondre aux questions les plus urgentes qui sont le financement et l'organisation et la stratégie en matière de formation professionnelle. Et puis pour nous, je ne le cache pas, pour la CFDT, c'est de pouvoir peser sur la future réforme qui doit se mettre en place à partir de 2023 et avoir notre droit au chapitre. Merci. Élodie ? Alors, je signe également les propositions qui ont été faites. Une carte de vœux globale, quoi. Voilà, tout à fait. J'ajouterai, alors pour moi, le mot-clé, c'est la coordination. Je crois que pour répondre aux enjeux qui s'ouvrent à nous, tous, effectivement, cette idée de responsabilité collective, j'y souscris pleinement. Pour moi, on doit à la fois réfléchir sur la bonne régulation du système. On a évoqué le CPF, France Compétences à travers la certification des formations. Donc, je crois qu'il faut collectivement qu'on se pose la question de qu'est-ce que la compétence, qu'est-ce que l'utilité sociale, qu'est-ce que la certification. On a des questionnements aussi sur l'appui à la transformation des organismes de formation. On a besoin d'être, je crois, tous autour de la table, au niveau national et au niveau régional, pour réfléchir à ces questions. Je crois que cette transformation de l'offre ne se fera pas sans une vraie mise à plat des pratiques d'achat, et notamment de l'unité d'œuvre. Donc voilà, pour nous, le mot coordination, c'est la lettre d'intention pour 2022. La coordination est pour vous, René ? Je reprends, je pense, le mot responsabilité, parce que je regardais l'autre jour sur la définition du mot responsabilité. En fait, le mot responsabilité, c'est on est garant de quelque chose.
Et on parle on répond d'eux. Et donc là, on parle de responsabilité professionnelle aujourd'hui. Qui est garant de cette responsabilité professionnelle? Est-ce que c'est l'État et la nation, dès le plus jeune âge, qui donnent en fait le socle suffisant à un individu pour pouvoir se construire en tant qu'individu et futur professionnel? Est-ce que c'est l'individu lui-même qui, tout au long de la vie, va garantir sa propre responsabilité, être garant de sa professionnalisation, de sa professionnalité? Et est-ce que l'entreprise a une responsabilité aussi à travers, et la loi le dit, obligation d'adaptation au poste, maintien et évolution dans l'emploi? Il y a cette notion de responsabilité qui, pour moi, est quelque chose d'important. Le deuxième mot, c'est le mot liberté. Puisque dans la loi, il y a marqué pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et pour moi, il n'y a pas de liberté sans autonomie. Et or, le système tel qu'il est mis en place, l'autonomie reste à construire. Même si on parle d'accompagnement, moi je souscris à la notion d'accompagnement, mais à condition que le conseiller en évolution professionnelle n'ait pas des objectifs de placement à atteindre. Je souscris à l'accompagnement à condition qu'on respecte l'individu dans ce qu'il est et que l'individu, on l'accompagne pour être auteur de son parcours et non pas acteur dans un cadre déterminé. Et donc voilà. Et le troisième mot, c'est le mot investissement. Et le mot investissement, c'est un investissement à la fois financier, mais il n'y a pas de formation sans investissement humain et donc de compréhension d'un individu que ce n'est pas quelque chose qu'on l'oblige à faire parce qu'en fait, ce n'est pas une punition pour être demain employable sur le marché du travail et donc corvéable et serviable à merci, mais d'être un investissement individuel pour être à la fois un acteur économique et à la fois un acteur social, donc un collaborateur dans une entreprise et un citoyen. Et ce sera le mot de la fin. Voilà, merci à tous. Merci Bernard, que je retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Vous avez dit. Et FOP, soyez au rendez-vous. Et d'ici là, prenez soin de vous.